Donc nous reprenons l'état des lieux sur les déchets en Nouvelle-Calédonie. Je vous invite à vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci de votre attention. Donc je vais laisser la parole à l'équipe de la Nouvelle-Calédonie. Donc Élise Tilly pour l'ADEME, Aurore Genot pour le cluster ACOTRED et Bernard Crenier pour l'éco-organisme Trécodec. Bonjour à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la gestion des déchets en Nouvelle-Calédonie, il nous a semblé intéressant de resituer un petit peu le contexte calédonien en termes de géographie. Donc, la Calédonie est découpée en 3 provinces, province sud, province nord et province des îles Loyauté, composée de 4 îles, Ouvéa, Lifou, Maré et Tiga. Donc, en termes de répartition de la population, on a 2 tiers de la population qui est concentrée dans l'agglomération du Grand Nouméa. Et donc, à l'échelle de la Calédonie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 2 tiers de la population qui est concentrée sur un petit peu moins de 10% du territoire en termes de superficie. Donc, vous comprenez bien que ça va poser des problématiques en termes de gestion des déchets, puisque l'essentiel de la production de déchets va être produit sur Nouméa et les alentours, et que du coup, on va avoir sur le reste du territoire des gisements de déchets diffus qui vont du coup poser des problématiques spécifiques en termes de collecte, de transport, de massification pour traitement des déchets. Et puis on a également un contexte insulaire qui s'applique à la Grande Terre et une notion de double insularité qui va être spécifique aux îles Loyauté, où là, en complément des contraintes, classiques de gestion des déchets rencontrées sur la Grande Terre, on va avoir également des contraintes de transport des déchets et de traitement qui vont venir se rajouter aux problématiques actuelles. Alors la Calédonie, en termes de répartition des compétences, comme vous le voyez, un certain nombre d'acteurs prennent leur part du sujet. Donc on a tout d'abord l'État qui est compétent sur les mouvements transfrontaliers de gestion dangereux et de gestion des déchets dangereux et des déchets radioactifs. On a ensuite le gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui, lui, est compétent sur la gestion des DASRI, donc des déchets d'activité de soins à risque infectieux, la gestion des déchets de médicaments et des déchets d'amiante. On a les 3 provinces qui, elles, sont en charge de la structuration des filières de gestion des déchets et de la gestion des ICPE, donc installations classées pour la protection de l'environnement. Chaque province possède son propre code de l'environnement qui permet de structurer un petit peu le contexte réglementaire de gestion des déchets. Et puis enfin, on a les communes qui, elles, sont en charge de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers. On a des communes qui se sont regroupées en syndicats pour justement assurer cette compétence. On a 6 syndicats sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie qui sont en charge de l'exercice de ces compétences. Alors si on rentre maintenant sur le sujet un petit peu plus spécifique de la gestion des déchets, en termes de collecte, donc on peut constater qu'à l'échelle de la Calédonie, on a un service de collecte des ordures ménagères résiduelles qui est quasiment généralisé à l'échelle du territoire de la Calédonie, avec un service en porte-à-porte, alors soit conteneurisé en bacs qui sont mis à disposition des usagers, soit une collecte en sac. On a également une collecte en apport volontaire, donc sur des sites dédiés, par exemple des déchetteries ou des QAV, et puis également un service de collecte en point d'apport volontaire pour certains flux de déchets. Donc ça va concerner les flux de déchets recyclables, le verre, les canettes et le papier. Donc là, vous voyez en photo les éco-box qui sont en place sur la province sud qui permettent aux habitants de ramener le flux de verre, papier et canettes. Et puis on a également sur certaines communes une collecte en porte-à-porte sur les flux de déchets verts et d'encombrants. Donc ce qu'il faut retenir au niveau du service de collecte, c'est qu'aujourd'hui, on peut considérer que le niveau de collecte sur la Calédonie est satisfaisant, voire élevé, puisqu'on a quand même une collecte des ordures ménagères qui est quasiment généralisée avec un service à l'usager en porte-à-porte, ce qui est quand même la marque en tout cas l'indicateur d'un niveau de service satisfaisant. Alors une fois que ces déchets sont collectés, on a derrière des filières de valorisation, soit en local, soit à l'export. Donc tout ce qui va concerner les ordures ménagères résiduelles sont
sont stockés en installation de stockage des déchets dangereux en Nouvelle-Calédonie. Donc on en a plusieurs qui sont répartis sur le territoire. Les déchets encombrants et une partie des déchets verts sont également dirigés vers ces ISDND. On a ensuite toute une partie des flux qui est valorisée au niveau local, donc pour lesquels on a des infrastructures de traitement local. Ces flux, ça va être une partie des déchets verts qui sont valorisés sur des plateformes de compostage notamment. On a le verre qui est collecté séparativement, qui est traité en local sur le territoire. Et puis également une partie de l'aluminium qui est utilisé en local. Une autre partie de l'aluminium est valorisée à l'export. L'export, ça concerne également les flux qui sont sous filière REP, donc responsabilité élargie du producteur. Et on a une partie des plastiques donc qui est exportée et une partie des plastiques qui va être gérée en local, puisqu'on a des industries locales qui se développent sur ce sujet. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis le manager de la grappe du cluster à Cotred qui regroupe des acteurs de la gestion des déchets en Nouvelle-Calédonie. Donc il peut y avoir des entreprises, des associations de protection de l'environnement, des bureaux d'études, prochainement le lycée du Mont d'Or. Et donc, notre travail, c'est de développer notre secteur d'activité, de professionnaliser nos métiers pour tendre vers des niveaux de traitement, de gestion des déchets de plus en plus satisfaisants. Et donc, je vais vous présenter un peu une partie des filières locales. Donc, au niveau des infrastructures, on a toujours des centres d'enfouissement technique. La plupart ont été réhabilités. Suite donc au déploiement notamment de l'installation de stockage des déchets non dangereux située sur la commune de Païta, donc, qui est une installation de stockage qui accueille la quasi-totalité des déchets non dangereux de Nouvelle-Calédonie et qui donc est aux normes européennes. Donc on a un niveau là assez important au niveau technique de gestion des déchets. Et donc pour les flux de déchets qui sont valorisables ou dangereux, ils sont principalement donc, exportés. Donc la production annuelle des déchets en Calédonie est estimée environ à 220 000 tonnes par an. On a une répartition là, donc les ordures ménagères résiduelles, on a à peu près 60 000 tonnes. Sur les déchets verts, 30 000 tonnes. Les DIB, ça représente 47 000 tonnes, donc c'est les déchets industriels de bananes, donc principalement des entreprises. Les DLB, déchets liquides biodégradables, donc c'est tout ce qui est issu des fosses septiques, des bacs à graisse, à peu près 11 000 tonnes. Et les dasseries, 0,4 tonnes. Et donc tous les autres flux valorisés, tout confondu, ça représente environ 46 tonnes de déchets. Voilà. Donc c'est une estimation par rapport au tonnage dont on dispose à Cotred de nos membres. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu des filières de valorisation qu'on a ici en local. Alors, je m'excuse pour les filières que je ne vais pas citer. J'essaierai d'être exhaustive, mais il y a toujours des projets en cours, donc je vais parler au moins de ceux que je connais. Donc, pour ce qui est du verre, le verre est collecté, broyé et recyclé en granulats dans le BTP. Donc, ce que je peux parler au niveau d'Acotred, c'est qu'on a un projet d'agglo en verre. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise le verre broyé qu'on mélange dans une recette à base de ciment et d'autres produits qui nous permet ensuite de couler ce liquide dans toute forme de moule et d'en faire des produits pour la construction. Voilà. Donc ça permet de ne pas aller chercher du sable dans le milieu naturel et de valoriser un déchet en ressources pour l'industrie. Donc pour tout ce qui est aluminium, donc Élise vous l'a dit, il y a une partie qui est utilisée dans la production du nickel, le reste est fait en lingots et exporté. Pour les cartonnettes, les emballages cartonnés, tout ce qui est à base de carton, donc c'est exporté. Pareil pour les papiers, les journaux, tout ce qui peut ensuite être transporté en pâte à papier et réinjecté dans une industrie. Et pour le plastique, donc on a une nouvelle entreprise sur le territoire qui le valorise et en fait des dalles
des dalles qu'on peut mettre un peu partout pour marcher dessus. Il faut faire de la construction. Et les bouteilles en PET sont exclues de ce traitement, donc elles sont pour l'instant collectées et exportées. Voilà. Donc les déchets de soins à risque infectieux, ils sont pris en charge par une entreprise ici qui va les banaliser, c'est-à-dire qu'ils vont être traités à haute température dans un autoclave, donc qui vont être rendus à l'état de déchets non dangereux, et ensuite ils sont broyés pour qu'ils ne soient plus ni piquants ni coupants, ce qui permet ensuite de les faire rentrer en stockage sur l'installation de Païta. Pour les déchets dangereux diffus, les déchets dangereux qui comportent des pictogrammes de danger, donc ça va être du phytosanitaire, des solvants, des peintures, tous ces déchets-là, ils sont aujourd'hui exportés principalement vers la Nouvelle-Zélande pour traitement. En ce qui concerne les déchets pyrotechniques des ménages et aussi des entreprises pour tout ce qui est pêcherie, donc les déchets pyrotechniques, ça va être surtout tout ce qui est fusées et signaux de détresse. Ces déchets-là sont particuliers parce qu'ils contiennent de la poudre noire qui est extrêmement dangereuse puisque c'est un explosif. Donc on travaille avec la province sud à un projet de filière de traitement local. Et donc on a rendu une étude où on fait des préconisations et donc là maintenant on est en phase d'échange avec les partenaires institutionnels parce que là on voit que ça touche à plusieurs directions parce que ça peut être sur le territoire des provinces, mais c'est un déchet explosif, donc ça dépend encore d'une autre direction de la DIMINC et aussi au niveau de la sécurité civile, parce que la collecte, il faut qu'elle soit organisée, c'est très contraignant en dehors des heures d'affluence des gens, enfin voilà, pour éviter tout risque d'explosion au milieu de la population. Donc en attendant, c'est stocké et voilà, on travaille activement sur ce dossier-là avec la province sud. Et je laisse la place à Bernard. Bien, bonjour à tous. Merci à l'ADEME d'organiser ce séminaire. Ça permet des échanges et de faire progresser la cause de l'environnement. Vous avez faim, je suis le plus vieux, alors vous inquiétez pas, je vais faire court. Alors la REP, responsabilité élargie du producteur, c'est une conception qui existe depuis les années 80 en Europe, et il y a environ une cinquantaine d'éco-organismes, surtout en Europe. Il s'agit donc pour les fabricants ou les importateurs de mettre en place un système de collecte-traitement et de financer la collecte et le traitement à hauteur de ce qu'ils mettent sur le marché pour les produits qui seront en fin de vie. Alors c'est un peu compliqué à comprendre comme ça, mais c'est très simple dans la réalité. Et ils peuvent le faire d'une façon individuelle, puisque ce sont les producteurs qui ont la charge de cette responsabilité, mais ils peuvent aussi se regrouper au sein d'un éco-organisme, qui est une société, la plupart du temps, à but non lucratif. Donc les objectifs principaux de la REP sont développer le recyclage, parce que autrefois c'était le tout à l'enfouissement, ou alors c'était pas collecté sélectivement, décharger les collectivités, ça je pense que ça va intéresser les maires, bien entendu, puisqu'on transfère la charge tout ou partie des coûts de gestion vers le contribuable, plutôt du contribuable vers le consommateur, puisque on ne paye la contribution que si l'on consomme. Si on ne consomme pas, on ne paye pas. Et le montant de l'éco-participation est internalisé au prix de vente du produit neuf, ce qui fait qu'on a déjà la réserve pour aller traiter et collecter les produits en fin de vie. En clair, ce que ça veut dire, c'est qu'on a le producteur seul qui peut déposer son plan de gestion auprès de la collectivité, ou les producteurs agissent ensemble et se regroupent et créent un éco-organisme qui va déposer un plan de gestion collectif auprès de la collectivité. L'intérêt, bien entendu, c'est la mutualisation, la baisse des coûts, la traçabilité et une meilleure gestion, une gestion optimisée en tout cas du flux de déchets. Alors la gouvernance participative, c'est l'éco-organisme, en Nouvelle-Calédonie bien entendu, les provinces. Donc l'éco-organisme dépose un plan de gestion par filière à la province réunit la commission d'agrément qui va examiner le plan de gestion, et la commission d'agrément va rendre un avis favorable ou défavorable, ou faire des recommandations pour orienter l'action de l'éco-organisme. La commission d'agrément est composée à la fois d'élus, d'opérateurs de collecte et de traitement, et de producteurs, les producteurs étant les actionnaires de l'éco-organisme.
Il faut entendre actionnaire au sens, il faut bien un actionnariat pour constituer une société, fût-elle à but non lucratif. Ce n'est pas des actionnaires qui viennent là pour retirer un dividende. Comment est financée la REP? Elle est financée par d'abord le flux financier que vous voyez en haut à droite. Le consommateur, que ce soit une entreprise, une collectivité, le grand public, lorsqu'il achète le produit, paye une contribution qui remonte via le distributeur, le fabricant importateur, et cette contribution est reversée à l'éco-organisme. Ça, c'est le flux financier. En bas, vous avez le flux de déchets. Donc, le consommateur, ou plutôt le détenteur du déchet, remet dans les bornes de collecte mises en place par l'éco-organisme ou les collectivités les déchets qui sont collectés et traités. Et la remise des déchets est gratuite, mais le transport et le traitement sont payés, rémunérés par l'éco-organisme qui aura contracté avec différents opérateurs qui se trouvent en Nouvelle-Calédonie. Les filières qui sont réglementées, donc on a les huiles usagées, je vous donne très rapidement, 2200 tonnes collectées à l'année environ, on couvre 66% du marché, en collecte. Les piles, 100 tonnes, 20 tonnes collectées. Les véhicules, environ 8000 véhicules vendus, on en collecte environ 2000 par an. Les pneumatiques, environ 4500 tonnes, en incluant les pneus GC, on en collecte environ 3800 tonnes. Les batteries, 1300-1400 tonnes, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a des batteries qui sont contenues et on collecte 1000 tonnes de batteries par an. Et les déchets d'équipements électriques et électroniques, qui est la filière la plus récente et qui date de 2014, environ 4000 tonnes mises sur le marché pour 2000 tonnes collectées en 2018. Donc l'éco-organisme Nutrecodex, c'est 6 filières, 1450 points de collecte sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, tout en sachant que les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, ne sont pas encore couverts, ne sont pas encore réglementés en province nord. 86% des déchets sont collectés en province sud, mais quand j'enlève la filière D3E qui est collectée qu'en province sud, on arrive à un taux de 80% collecté en province sud. C'est-à-dire 20% est collecté en province nord, en province des îles. Il y a un lien direct avec la population, la quantité de population qu'il y a dans ces provinces. Le taux de collecte moyen des filières est de 50%, mais là aussi, quand je vais enlever les VHU qui ont un système de collecte bien particulier, et je vais enlever les D3E, c'est-à-dire qu'il nous reste les piles, les batteries, les huiles et les pneus, on a un taux de collecte qui dépasse les 70%. Près de 80 000 tonnes de déchets collectés en 10 ans, et environ 500 entreprises adhérentes. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise adhérente? C'est une entreprise qui fait appel au service de Trecodec pour répondre à sa place à la réglementation REP. L'évolution des tonnages collectés, on voit qu'on est sur une progression constante sur les 10 dernières années et qu'on dépasse les 10 000 tonnes en moyenne sur les 4 dernières années. La façon dont on dépense l'argent qui nous est confié, alors je l'ai fait sur la période de 10 ans, on voit que d'abord tout en bas à droite, vous avez les opérateurs. Alors 2257, c'est 2 257 millions. Donc 63% de l'argent que nous avons collecté au travers des coparticipations a été dépensé en collecte et en traitement. Traitement local, traitement à l'export. L'impôt sur les sociétés et la TSS, qui est une sorte de TVA qui ne porte pas son nom parce qu'elle n'est pas récupérable, ça représente 10% parce que l'éco-organisme est une société, donc elle est soumise à la même fiscalité que n'importe quelle société. Donc 371 millions, 10% de l'argent collecté est parti en impôts et taxes. Les frais généraux que j'ai distingués des salaires et charges, c'est-à-dire que les bureaux, le téléphone, les déplacements, etc., donc 239 millions, 7%, les salaires et charges, 10%, 357 millions. La communication, finalement, qui est un peu le parent pauvre, parce qu'on dépasse très largement les objectifs qui nous sont assignés, donc on fait une communication un petit peu moindre, et surtout on fait une communication de proximité qui mobilise plus les agents de l'éco-organisme que de la communication au travers des journaux, de la télé, etc. Et puis le résultat cumulé sur 10 ans, 265 millions, 7%, ben ces 265 millions nous permettent deux choses. Nous permettent, de fonctionner, parce qu'on a besoin de trésorerie pour pouvoir faire fonctionner les filières et assurer les paiements réguliers de nos opérateurs. Et d'autre part, ça nous permet aussi de faire baisser les éco-participations. Quand sur une filière, on a récolté trop d'argent, l'année d'après, on fait baisser l'éco-participation. Donc ça nous sert à ça. Et puis,
troisième principe qui n'est pas encore acté, mais qui va le devenir, mais qui est acté en métropole, c'est qu'on considère qu'il faut avoir pour chacune des filières 6 mois de dépenses en réserve. On n'y est pas encore tout à fait, on est un petit peu en dessous, pour pouvoir faire face à un coup dur, on ne sait pas, un non-agrément, tout peut arriver. Donc cet argent est là pour pouvoir faire face à les difficultés conjoncturelles que pourraient rencontrer soit l'éco-organisme, soit une filière. On l'a vu déjà dans le passé, hein, avec des retournements. En 2015, le retournement des cours des métaux a fait passer la filière des 3E dans le rouge, et la filière batterie aussi l'a fait passer dans le rouge parce qu'on a eu un effondrement des cours. L'éco-participation moyenne par tête d'habitant en Nouvelle-Calédonie en 2018, 2250 francs, j'ai mis très précisément 2247, 2250 francs, donc on s'aperçoit qu'on a encore de la marge de manœuvre pour pouvoir aller plus loin, soit sur d'autres filières, soit sur les filières existantes pour pouvoir collecter plus, parce que ce qui nous reste à aller chercher, le marginal, c'est ce qui va coûter le plus cher, et donc c'est pour ça qu'on a encore cette marge de manœuvre qui est très largement supportable. Je rappelle que pour les ordures ménagères, simplement à Nouméa, c'est 7000 et quelques francs par trimestre. Là, on est à 2247 francs pour l'année. Alors, on n'est pas sur le même gisement, bien entendu. Hein. Tout n'est pas comparable, mais on retient que c'est quelque chose qui est possible. Alors, on pratique aussi une péréquation, c'est-à-dire que les déchets qui sont loin, qui sont en province nord, qui sont en province des îles, les éco-participations sont les mêmes qu'en province sud et les mêmes qu'à Nouméa. C'est-à-dire que c'est les habitants qui se trouvent près des centres de collecte qui vont payer un petit peu plus cher comparativement, parce qu'ils ont moins de transport par rapport à ceux qui sont loin. On parle d'insularité, c'est la solidarité exprimée au travers de ce barème qui est unique pour l'ensemble du territoire. Très rapidement, quelques forces et quelques faiblesses. Donc, on est sur une optimisation des moyens et non pas sur une maximisation du profit. Très important. La mutualisation, hein, puisqu'on a un objectif commun. Alors, c'est au sens large la mutualisation. C'est à la fois pour les opérateurs, c'est à la fois pour les collectivités qui mettent en place la réglementation, c'est à la fois pour les producteurs, c'est à la fois pour les consommateurs, parce que tout le monde peut donner son petit mot au travers des commissions d'agrément. La traçabilité, non pas qu'elle n'existait pas auparavant, mais aujourd'hui, elle est indispensable et nécessaire, et c'est le rendu de l'éco-organisme principal vis-à-vis de la collectivité. Sur la plupart des filières, on a multiplié les quantités collectées par 2 entre avant la réglementation et après la réglementation. Donc la traçabilité est venue, je prends les pneus, hein, c'était 1400 tonnes collectées avant 2009, on en fait 3300 aujourd'hui hors pneus génie civil. Les batteries c'est pareil, c'était environ 200-250 tonnes, aujourd'hui on fait 1000 tonnes. Donc tout ça permet aussi aux opérateurs de se projeter. Ça permet aussi de structurer les entreprises, structurer un marché, structurer un secteur d'activité et créer de l'emploi. Parce que Trécodex, c'est 10 emplois, mais on peut considérer qu'il y a 10 emplois qui ont été créés chez les opérateurs. Donc les faiblesses, c'est le contrôle qui est dévolu aux collectivités et qui n'ont pas forcément... Alors le contrôle, bien sûr, c'est le contrôle des importations, c'est pas le contrôle de l'éco-organisme. Parce que je reprends Wallis et Futuna, c'est facile, il y a... c'est au niveau de l'Assemblée que ça se passe. Donc c'est facile d'aller contrôler. Ici, c'est au niveau des provinces. Or, le contrôle est assuré par la douane, et la douane, c'est au niveau du gouvernement. Donc, le contrôle qui est important. La confiance mutuelle de tous les acteurs, parce qu'il y a des périodes de défiance. La coordination, la compréhension des modes de pensée et d'action du public et du privé, parce que les gens qui travaillent dans les administrations ne pensent pas forcément comme nous, ou ne réagissent pas forcément comme nous qui sommes dans le privé, et inversement. Donc il faut se comprendre, il faut se parler, il faut comprendre aussi les documents que nous remettons à l'administration, qui n'a pas forcément la même culture d'entreprise que nous. Le temps n'est pas le même pour l'administration et pour le privé. Le maintien à long terme d'un niveau d'exigence et d'efficacité, sachant qu'on est en monopole, même si on me le reproche, mais on est en monopole. Ben, bienvenue au prochain éco-organisme calédonien. Donc, maintien à long terme d'un niveau d'exigence et d'efficacité dans les résultats à la fois matière, c'est-à-dire les quantités qu'on va collecter, et puis comment on va traiter, la qualité du traitement, et financier, c'est-à-dire qu'on maintient les grands équilibres. Il faut que ce soit supportable par un secteur d'activité. Il ne faut pas que l'éco-participation soit un marqueur
décourageant ou un marqueur qui va, comment dirais-je, favoriser la concurrence déloyale. Donc il faut que tous les producteurs soient traités de la même façon. Donc beaucoup de rigueur sur les relations avec tous les acteurs. Et puis bien sûr la progression continue dans les volumes, pas s'endormir sur des bons résultats, mais toujours aller chercher le petit déchet qui nous manque à la fin, qui va compléter la chaîne. J'en ai fini. Merci Bernard pour ces explications. Donc pour conclure ce volet sur l'état des lieux de la gestion des déchets en Nouvelle-Calédonie, on va prendre un peu de hauteur sur les perspectives. Donc d'une part sur le volet gestion des déchets, les axes majeurs de travail vont porter sur la structuration des installations de traitement des déchets pour justement arriver à un maillage qui soit satisfaisant à l'échelle du territoire pour que les ordures ménagères puissent être réceptionnées dans des installations aux normes. Et puis en parallèle, on va avoir tout un développement du maillage, notamment du réseau de déchetterie pour pouvoir développer le tri à la source des déchets et pouvoir derrière structurer une économie de traitement des déchets locale. Et puis, bien sûr, on travaille sur la prévention des déchets. Donc, l'objectif, c'est de développer le recyclage, mais également de travailler sur tout ce qui va permettre d'éviter la production de déchets. Donc, on travaille avec les provinces sur l'intégration de la prévention, notamment dans les schémas provinciaux de gestion des déchets. L'objectif, c'est de réduire les tonnages qui sont produits par les habitants et qui souvent se retrouvent enfouis. En tout cas, l'objectif de ces actions-là, c'est de produire moins de déchets et de développer les filières de valorisation en local. Merci de votre attention. Merci Élise. Alors nous allons maintenant passer à un moment d'échange. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Alors moi j'ai une première question qui va s'adresser à Bernard Crenier, donc de Trécodec. La Nouvelle-Calédonie est le seul des 3 territoires français donc à être doté d'un éco-organisme. Où es-tu Bernard ? Est-ce que c'est, enfin je pense que ça intéresse nos collègues de Polynésie, de Wallis et Futuna. Est-ce que c'est compliqué à créer et à gérer un éco-organisme, Bernard ? Oui, je fais partie, oui. Sinon, tu peux prendre celui-là. Je fais partie des fondateurs de l'éco-organisme. On était une soixantaine à créer l'éco-organisme. À un moment, il faut fermer le capital pour créer la société. Et puis après, les entreprises qui ne sont pas dedans, elles viennent, elles adhèrent. Puisque c'est à but non lucratif. Alors, c'est sûr que ça convaincre de faire une société à but non lucratif, on vous regarde bizarrement au début. Mais après, c'est une question de conviction. C'est comme tout. Avec la conviction et la persuasion, on y arrive. Je pense que mis à part ça, c'était aussi la confiance. J'ai parlé beaucoup de confiance. Il faut que tous les acteurs, au début les opérateurs ont l'impression qu'on venait marcher dans leur plate-bande. Donc on venait leur prendre leur marché. Or l'éco-organisme ne peut pas opérer. C'est interdit dans son cahier des charges. Il doit faire appel à des opérateurs qui lui sont externes. C'est normal, on ne va pas avoir, être juste des parties. On peut pas, parce que sinon on va capter tout de suite le flux de déchets et puis on va devenir monopolistique comme je l'ai dit et puis à partir de là il n'y a plus de garde-fou. Donc non, c'est pas compliqué. En Polynésie ils avaient quelque chose qui ressemblait à ça, ils l'ont toujours avec Whenua-Ama, mais en 1993 ils faisaient beaucoup plus que ce qu'ils font aujourd'hui si je dis pas de bêtises. Après, les missions de Whenua-Ama ont été orientées autrement, mais ils font du VHU, ils faisaient de l'huile, ils faisaient de la batterie, et ils faisaient des piles, ils faisaient des D3E, etc. Donc ils ont quelque chose qui existe, ce qui leur manque c'est le financement. Le maillon c'est le financement, et on peut très bien... Alors les éco-organismes, il y en a de 2 sortes, il y a des éco-organismes financiers, qui vont collecter des éco-participations et reverser à la collectivité. Et puis il y a des éco-organismes organisateurs, comme on l'est nous en Nouvelle-Calédonie. Mais si en Nouvelle-Calédonie on arrive par exemple à la filière emballage, qui n'est pas encore en place, il est très probable que sur les grosses communes de l'agglomération, on sera financier, et sur les autres communes du territoire, on sera financier et organisateur. Donc on peut trouver un système qui permet d'adapter. Mais ce qu'il faut toujours retenir, c'est qu'un éco-organisme, ce sont les producteurs, ce sont les importateurs, ce ne sont pas des opérateurs.
Ce ne sont pas les collectivités, ce sont les producteurs et importateurs. Merci beaucoup Bernard. Est-ce que vous avez des questions à poser donc, suite à cet état des lieux sur la Polynésie française, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie? Pas de questions? Si, alors attendez, on va vous amener un micro. Shannon, est-ce qu'on peut faire passer un micro dans la salle, s'il te plaît, pour les questions? Tu peux intervenir? Donc, Richard, tu as une question, c'est ça? Non. Excusez-nous, on a un petit souci de micro. Oui, c'était pas vraiment une question, c'est en fait à l'analyse de tout ce qui vient de se dire, on a un vrai problème de réseau, je pense, de transport, de la mer. Et on essaye, avec les méthodes traditionnelles, de faire avec ce qu'on sait faire. Il me semble que là, le passage, c'est par les airs. On doit, par exemple, Wallis et Futuna, nous, on a un énorme centre de traitement, et c'est le plus grand du Pacifique, non? Il me semble que les déchets doivent circuler de Wallis à Futuna jusqu'ici. Par un réseau, on sait faire, on collecte. De Wallis et Futuna jusqu'ici, alors soit par bateau, c'est pas cher. On transporte ça ici, on traite ici. Alors de Wallis et Futuna, on peut passer à Fidji, on peut passer à toutes les îles du Pacifique. Ils sont tous venus comme ça, par petits relais. Donc on utilise le même principe, petit relais, et on collecte. Du fin fond, ils amènent ça ici, ils amènent là, ici, et on arrive à Nouméa. Et à Nouméa, on traite tout. Alors, je sais que c'est les coûts, c'est toujours ça, c'est les coûts. On peut stocker, par exemple à Wallis et Futuna, on stocke pendant plusieurs temps tous les différents types de déchets, et puis on fait un envoi, je sais pas moi, tous les 6 mois, 2 envois par an. Ça va pas nous coûter. Voilà, c'est juste une petite idée. Il nous manque un micro. Vas-y. Merci pour l'analyse. Oui, justement, on fait plus de stockage pour être attractif aussi pour d'éventuels partenaires dans le recyclage. Justement, on a un porteur de projet qui s'est manifesté cette année pour les canettes, justement, et qui travaille, qui a de l'expérience en fait avec le EMC ici. Donc, c'est en négociation. Donc, c'est vrai, le problème, la problématique, c'est le gisement qu'on a à Wallis et Futuna. C'est pour ça, en fait, on a accentué le point sur la sensibilisation parce qu'on essaie déjà d'améliorer la collecte parce qu'on estime que tout n'est pas centralisé au CET. Donc, il y a aussi la problématique des déchets dangereux. Donc, avec Rose qui a soulevé les conventions, nous, sur Wallis et Futuna, on pourrait travailler avec Fidji, qui est notre voisin le plus proche, ou Samoa, Fidji d'abord, parce que le plus proche, donc moins coûteux en exportation. Mais la France n'a pas ratifié la convention de Waigani, donc c'est très difficile, donc on n'a pas ces autorisations. On pourrait travailler avec Samoa, qui a ratifié les 2 conventions, convention de Bâle et Waigani, sauf que la desserte maritime, on a une unique desserte maritime qui est dans l'unique sens, Samoa, Wallis et Futuna, Fidji. Donc il faudrait aussi qu'on essaye justement une coopération régionale, d'avoir aussi une desserte Samoa qui limiterait aussi les coûts, parce que justement avec Intègre, c'est un cofinancement très onéreux avec le territoire pour l'exportation qui a eu lieu en 2015, 2016, 2017. Et la seule filière qu'on a eue, c'était vers Nouvelle-Zélande, donc très très onéreux. Donc c'est vrai que, et merci d'avoir soulevé ce point-là. Et
Et c'est pour ça aussi que j'attire l'attention pour la modernisation du CET. C'est aussi dans les projets d'améliorer les conditions de stockage, parce qu'il y a aussi la question de biosécurité qui limite aussi nos actions. Donc voilà. Pour les bouteilles, excusez-moi, je prends une petite seconde. Pour les bouteilles plastiques, bouteilles du Mont d'Or, toutes les bouteilles en plastique d'eau, là, en fait, on ne sait plus quoi en faire de ces bouteilles en plastique. Hein. Et là, je viens de voir madame avec sa gourde en bouteille en aluminium, là. Regardez, c'est génial, ça. Et ça, je crois qu'on peut en faire avec des canettes de bière recyclées. Alors si on remplace les bouteilles d'eau du Mont d'Or, par exemple, par ça, on les jette plus, hein. On revient au cycle de... comment on appelle ça? Les consignes. Voilà. Alors, c'est une bouteille, c'est juste un contenant. Justement, Richard, c'est un sujet qu'on va aborder demain, puisque demain, c'est une journée qui sera dédiée au plastique. Donc, on aura l'occasion de revenir dessus. Mais merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Une autre question dans le fond de la salle? Oui, bonjour tout le monde. Donc, on s'associe à la qualité des interventions des 3 territoires. Remerciements encore pour la tenue de cet événement. Je représente le monde associatif de Wallis-et-Futuna et donc j'accompagne la délégation officielle. Ce rendez-vous s'inscrit pour moi, pour notre fédération, après le sommet Océania 21. Où on a traité cet atelier déchets. Il y a beaucoup de partenaires ici présents. La mobilisation dans nos 3 territoires reflète cette mobilisation parce que nous sommes des îles insulaires où la plupart des produits manufacturés terminent leur vie. Et la question qu'on s'est posée, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? J'aimerais souligner, parce que tout a été dit par la délégation officielle, j'aimerais souligner d'autres moyens de faire face aux déchets. C'est la sécurité alimentaire. La souveraineté alimentaire, on en parle déjà, et il faut encourager dans nos îles, où il n'y a pas de grandes villes, chaque famille gère son petit jardin, son potager, son petit parc à cochons. Ça fait partie de notre particularité à Wallis-et-Futuna. On encourage, on a du mal à avancer, mais on y croit, on continue. Quand on parle de nos pays, nous sommes régis par des règles internationales, par la France d'abord, et je soutiens une idée qui a été dite tout à l'heure, l'aspect réglementaire. À plusieurs reprises, nous avons demandé comment on peut déroger à certaines règles des conventions internationales. Et c'est vrai que la Convention de Bâle et la Convention de Waigoni méritent d'être éclairées déjà au grand public. Et puis, entre nos 3 territoires, et il faut souligner l'importance déjà des conventions entre nos assemblées. Et moi-même, en tant que membre du Conseil économique et social, il y a déjà des conventions tripartites. Et c'est pour moi des privilèges pour qu'on aborde nos problèmes communs. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la Convention de Ouagani, si je comprends bien, avait pour objet d'interdire l'importation dans les pays du Forum les déchets dangereux et radioactifs. Pas plus tard que la semaine dernière, le président de l'ONU avait fait une déclaration sur les problèmes radioactifs et je pense qu'aujourd'hui, c'est notre devoir d'anticiper. Sur Fukushima qui me fait frémir, et nous l'avons évoqué en Conseil économique, social et culturel en Polynésie française en 2017, et je souhaiterais qu'on inscrive ce genre de déchets dans nos rendez-vous régionaux, aujourd'hui aussi, parce qu'il en va de l'avenir de nos enfants. C'est important. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions qui sont à poser à nos intervenants sur cet état des lieux des déchets? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer à la suite du programme et à la dernière intervention de la matinée. Nous allons commencer donc notre après-midi de présentation. Mais tout d'abord, j'aimerais vous faire part d'un petit événement qui s'est passé ce midi, un événement très positif qui montre à quel point les gens qui sont présents aujourd'hui sont impliqués dans les déchets.
Il se trouve qu'en préparant ce colloque, l'ADEME a bien demandé à l'hôtel aucun élément en plastique. Donc, au lieu de mettre des gobelets en plastique, l'hôtel a cru bien faire en mettant des gobelets en carton. Mais beaucoup de gens ne savent pas, à commencer par le personnel qui a fait la mise en place, que ces gobelets en carton, pour éviter qu'on se brûle les mains en se servant du café, eh bien, il y a du plastique dedans. Donc l'association Zéro Déchet nous en a fait part ce midi et nous avons donc fait changer tout le service à l'arrière. Il n'y a plus aucun gobelet en carton, il n'y a que des verres en verre. Donc vous boirez un café à 15h dans des verres en verre si ça ne vous dérange pas. C'est des verres à pied, hein, donc vous ne vous brûlerez pas. Donc merci à l'association Zéro Déchet, à Soisic et Cécile. Voilà, c'est un événement en direct d'un colloque déchets. Vous voyez, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Autre petit élément, nous sommes désolés, il n'y a pas eu de café à la fin du repas. C'est un petit oubli de l'organisation du restaurant. Mais c'est pas grave, trop de café, c'est pas très bon pour la santé. Donc, c'est pas un colloque santé, je vous l'accorde, mais quand même. Donc, il y aura quand même un service de boissons chaudes à 15h au moment de la pause. Voilà, donc merci de votre compréhension. Donc cet après-midi, comme je vous le disais, nous allons parler de la gestion des déchets en entreprise en milieu insulaire. Et donc pour cela, nous allons recevoir les chambres de commerce. La chambre de commerce de Nouvelle-Calédonie avec Mathieu Ladiès, donc, qui va nous parler de comment améliorer la gestion des déchets en entreprise. Ensuite, ce sera Orama Richaud, donc de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers de Polynésie française, qui nous parlera d'un système pilote de gestion des déchets dangereux des professionnels à Rayatea et à Taha notamment. Et nous terminerons avec la chambre de commerce, d'industrie, des métiers de l'artisanat de Wallis et Futuna, où Johan Malao viendra nous parler de comment faire de la prévention et de la sensibilisation de production des déchets en entreprise. Voilà, donc je vais laisser la parole à Mathieu Ladiès de la chambre de commerce de Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous. Donc Mathieu Ladiès, je m'occupe du service développement durable de la Chambre de commerce et d'industrie. Une présentation relativement synthétique sur différentes pistes, notamment pour améliorer la gestion des déchets en entreprise, et plutôt axée justement sur l'axe prévention des déchets plus que gestion, parce que les pistes de gestion, elles ont été évoquées ce matin. Un rappel, mais vous devez déjà le connaître, quand on travaille sur les déchets des entreprises, on parle généralement de ces trois types de déchets, donc les déchets non dangereux ou déchets industriels banals, les déchets dangereux, donc qui contiennent des substances toxiques, et les déchets inertes, généralement générés par les activités du BTP. Quelques chiffres issus de l'Observatoire des déchets des entreprises. Donc c'est un observatoire qui est piloté par la Chambre de commerce et d'industrie depuis 2011 en partenariat avec les 3 provinces, le gouvernement et l'ADEME. Donc à la dernière mise à jour de cet observatoire, on avait plus de 137 000 tonnes de déchets produits par les entreprises. Dans notre observatoire, ça représente à peu près la production de 35 000 entreprises. Là, on est uniquement sur la partie déchets non dangereux. On ne dispose pas dans cet observatoire de chiffres sur les déchets inertes ou sur les déchets dangereux. Donc, comme on le voit, plus de 40 000 tonnes à peu près de déchets organiques, papier carton plus de 26 000 tonnes, et déchets bois presque 15 000, et les plastiques, dont on parlera pas mal demain matin, plus de 8 000 tonnes. Au niveau de la répartition de ce tonnage de déchets, ça reflète bien l'activité économique en Nouvelle-Calédonie. 80% de cette production de déchets des entreprises est en province sud. Et si on faisait une focale sur l'agglo, les 4 communes du Grand Nouméa, on serait quasiment à 60-65% sur ces 4 communes en fait. Également un rappel, en Nouvelle-Calédonie, mais dans les autres territoires, l'entreprise est bien responsable de la gestion des déchets depuis sa gestion interne, donc toutes les activités de stockage, de manutention. Elle est également responsable de sa gestion externe, donc elle va devoir gérer cette collecte, gérer son transport, jusqu'à son élimination finale. Les entreprises vont généralement passer par des prestataires privés, mais on trouve encore beaucoup d'entreprises qui peuvent disposer du système de collecte communal. D'ailleurs, dans les chiffres que je vous ai présentés sur la production des déchets des entreprises, ça prend en compte également les déchets qui sont pris en charge par les communes. On n'arrive pas encore à faire la distinction vraiment, qu'est-ce qui est pris en charge uniquement par les prestataires privés au sein des prestataires,
qu'est-ce qui est pris en charge par les communes. En termes de hiérarchie des modes de traitement, comme pour les ménages, hein, généralement on a cette hiérarchie qui est présentée. Priorité à la prévention, bien sûr, ensuite le réemploi, et ensuite on va vraiment arriver à la phase de gestion des déchets, avec tout d'abord le recyclage, avec du recyclage plutôt matière, donc ça peut être le compostage, la valorisation matière. Ensuite on ira vers de la valorisation énergétique, si possible, et en dernier lieu, l'élimination, c'est-à-dire en Nouvelle-Calédonie, c'est l'enfouissement, parce qu'on ne dispose pas d'installation d'incinération en tout cas. Donc là, je vais plus vous parler de prévention, c'est vraiment un axe sur lequel on essaye de travailler en accompagnant les entreprises. Donc la prévention des déchets, c'est bien ce qui se situe en amont de la prise en charge par un éliminateur privé ou public. Donc on va distinguer plutôt la prévention quantitative, donc on va essayer de réduire la quantité de déchets dans l'entreprise, mais également la prévention qualitative. Là, on va plus travailler généralement sur la dangerosité des déchets pour essayer d'avoir des coûts de traitement moindres en essayant de remplacer certains types de déchets ou avoir des produits moins dangereux. Vous voyez sur le petit schéma en bas, donc toute la prévention des déchets se situe bien en amont de la phase de collecte et de la prise en charge par un éliminateur. Donc là, on va avoir différents postes d'action, je dirais. On pourra travailler sur toutes les phases d'extraction et de fabrication au sein de l'entreprise, également sur toutes les phases de transport et de distribution. Également, l'entreprise peut agir en tant que consommateur responsable dans ses choix d'achat, donc des achats responsables, et également travailler sur toutes les phases de réutilisation et de réemploi, avant donc ensuite de passer par des prestataires privés pour la phase vraiment à proprement dite de gestion des déchets. Également important de rappeler que dans un contexte, dans une logique d'économie circulaire, la prévention s'inscrit bien dans ce schéma-là, parce qu'on voit que les 6 premiers piliers de l'économie circulaire concernent en fait de la prévention. Comme je l'ai dit précédemment, les entreprises vont pouvoir travailler sur de l'approvisionnement durable, également de l'éco-conception, que je vais développer un petit peu après, également travailler sur tout ce qui est écologie industrielle et territoriale. Ce sont des actions qu'on est en train de développer en Nouvelle-Calédonie sur des zones d'activité, c'est-à-dire essayer de mutualiser des actions entre les entreprises, notamment des actions de gestion collective des déchets, où souvent, comme on dit, les déchets d'une entreprise peuvent devenir les matières premières d'une autre entreprise. Donc il y a des choses qui commencent à se mettre en place, même si c'est une thématique qui est quand même relativement récente encore en Nouvelle-Calédonie, mais il y a des choses qui se développent sur des zones d'activité, notamment artisanales et industrielles. Ensuite, l'entreprise pourra également travailler sur le pilier de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que plutôt que vendre un produit, elle peut vendre un service, ce qui permet de diminuer son impact environnemental, via ses achats également, et en allongeant la durée de vie de ses produits. Ensuite, on passera sur le dernier pilier de l'économie circulaire, mais là, on sort de la prévention, on va donc sur la gestion proprement dite des déchets, en favorisant les actions de recyclage. Quelques actions, mais qui ne sont pas du tout exhaustives pour une entreprise, qu'elles peuvent développer en interne. Donc ça va être d'optimiser le conditionnement pour notamment réduire les emballages, travailler sur le changement de produit ou de matière première pour limiter sa production de déchets, tout ce qui est optimisation, gestion et changement des pratiques, et l'optimisation des procédés. Là, on sera plus dans les procédés notamment industriels. Quelques exemples locaux de prévention. On avait travaillé avec un imprimeur qui est labellisé Imprime Vert, qui notamment a décidé de changer de process pour son activité de pré-impression, ce qu'on appelle le Computer to Plate, le CTP. Avant, ils généraient 3000 litres de déchets dangereux par an avec le process qu'ils utilisaient. En investissant dans une nouvelle machine, ils ont complètement éliminé leur production de déchets dangereux. Donc là, ça a été une optimisation économique certaine parce qu'ils n'avaient plus le coût du traitement des déchets dangereux à payer, mais ils n'avaient plus non plus les matières premières à acheter. Donc je dirais qu'économiquement et environnementalement parlant, c'était tout bénef pour l'entreprise. Toujours cette entreprise qui a décidé d'investir dans un régénérateur de solvants. Donc l'utilisation de solvants chez les imprimeurs et notamment chez les gros imprimeurs est toujours d'actualité. Mais grâce à ce régénérateur de solvants, il a pu passer en fait d'une production de 6000 litres de déchets solvantés par an à uniquement 3000 litres parce qu'il arrivait à régénérer 50% par an. Donc là, de la même façon, moins de coûts de traitement de déchets dangereux
en aval et moins d'achats de matières premières également. Sur les achats responsables, c'est un levier qui est encore peu développé en Calédonie, et c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas toujours énormément de choix au niveau des achats. On a un pays qui importe, on n'a pas non plus un choix énorme, mais les entreprises commencent à réfléchir notamment sur l'intégration dans leurs appels d'offres ou dans leurs clauses d'achat sur des critères environnementaux. Ça leur permet parfois de pouvoir réduire les quantités d'emballage, donc moins d'emballage à traiter ensuite en aval, une meilleure traçabilité des produits et un coût de traitement des déchets qui va être également diminué. L'éco-conception. L'éco-conception est également un levier qui est, je dirais, qui commence à être intégré par certaines entreprises industrielles en Calédonie. L'éco-conception va vraiment avoir une approche produit et sur différents critères environnementaux. L'approche produit, ça veut dire qu'on va avoir une réflexion sur l'ensemble du cycle de vie du produit, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. Donc on va vraiment étudier le produit sur chacune de ces phases. La fabrication, le transport, l'usage, la fin de vie, et on va vraiment adopter une réflexion très importante en termes de conception produit. Et multicritères, parce que là on ne va pas uniquement se baser sur l'impact, généralement qu'on utilise l'impact CO2. Là on va avoir une approche multicritères environnementaux, on va prendre en compte les gaz à effet de serre, mais également l'acidification des océans, l'eutrophisation des milieux naturels, les consommations d'énergie non renouvelables, etc. Donc là c'est vraiment une approche complète et globale qui permet aux entreprises de pouvoir minimiser aussi bien leur production de déchets, leur consommation d'énergie. Généralement, quand on parle d'éco-conception, on pense souvent aux produits industrialisés, enfin aux industries. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises en Europe aujourd'hui qui font de l'éco-conception de services. C'est-à-dire que je vais éco-concevoir un service pour que le service que je propose à mes clients ait moins d'impact sur l'environnement. Donc ce sont des démarches qui commencent également à se développer en Calédonie. On a notamment des embouteilleurs qui ont investi dans des nouvelles chaînes de soufflage, par exemple, pour minimiser les quantités de plastique utilisé dans les bouteilles, des choses comme ça. Et également diminuer les consommations d'énergie. Donc ce sont des premières démarches d'éco-conception qui commencent à se développer sur le territoire. Un point sur lequel on essaye de travailler avec les entreprises et pour lesquels on essaye d'éclairer les entreprises, en fait, c'est qu'elles aient une bonne connaissance du coût complet de leurs déchets. Il faut savoir que les entreprises, généralement, méconnaissent ce coût complet. Elles vont généralement connaître la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire le coût de gestion externe. Combien me coûte mon prestataire en termes de location de bennes, de transport et de traitement final. Par contre, bien souvent, elle va occulter les autres coûts, qui sont notamment les coûts de gestion interne et les coûts de production. Donc ce qu'on essaye d'expliquer aux entreprises, c'est que pour bien connaître ce coût complet, il faut prendre en compte ses coûts de production, c'est-à-dire ses achats de matières premières, ses coûts énergétiques, ses emballages, parce que bien souvent, on a une partie de notre production qui peut finir en rebut de fabrication. Et quelque part, ce rebut de fabrication, ça nous a coûté en matières premières, ça nous a coûté en énergie. Ça va également nous coûter en coût interne, c'est-à-dire la main-d'œuvre qui a servi à fabriquer ces produits-là. Et également qu'elle maîtrise bien ses coûts de gestion. Donc coûts de gestion externe, on en a parlé, mais après les coûts de gestion interne, la main-d'œuvre dédiée aux actions de tri, à la manutention interne. Et bien souvent, on se rend compte que ce coût complet est beaucoup plus important que le simple coût de gestion externe, et c'est bien souvent un levier pour convaincre les entreprises pour aller sur des actions de prévention ou de meilleure gestion. Et notamment quand elles doivent réaliser des investissements dans ce domaine-là, le temps de retour sur investissement n'est plus du tout le même quand on connaît ce coût complet, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour convaincre les entreprises d'aller sur ce type d'action. Ce n'est pas évident à calculer. Il y a des méthodologies qui existent développées par l'ADEME. Ça demande de bien décomposer l'ensemble des coûts internes de l'entreprise. C'est une gymnastique je dirais comptable et administrative qui n'est pas évidente, mais ça fait vraiment ressortir des choses intéressantes et c'est un vrai levier d'action pour convaincre les entreprises d'engager ce type d'action de prévention et de meilleure gestion. Pour terminer, je voulais juste lister un petit peu les démarches et labels pour lesquels la Chambre de commerce et d'industrie accompagne les entreprises sur une meilleure prise en compte de la gestion des déchets.
Notamment, depuis plusieurs années, on travaille sur le label Envol, qui est un label national. C'est un système de management environnemental simplifié de type ISO 14001, mais réservé aux entreprises de moins de 50 salariés. Donc c'est moins lourd que l'ISO. L'ISO sont quand même des démarches qui sont parfois lourdes pour les petites entreprises. Donc là aujourd'hui, on a un peu plus d'une trentaine d'entreprises calédoniennes qui sont labellisées sur ce type de label. Ensuite, on a le label Commerce éco-responsable, qui est un label calédonien qui a été mis en place il y a maintenant 3 ans, en partenariat avec la province sud, la ville de Nouméa, l'ADEME et le gouvernement. C'est un label qui ne traite pas que des déchets, qui va traiter des déchets, de l'énergie, des achats responsables, et il y a également des critères sociétaux. Aujourd'hui, donc depuis 3 ans, aujourd'hui on en a un peu plus d'une trentaine également de commerces labellisés. Dans les critères déchets de ce label-là, on aura des actions de prévention, des actions de meilleure gestion. On a le label Imprime Vert, l'exemple d'Artipo par exemple, que je vous ai présenté tout à l'heure. Imprime Vert, c'est uniquement un label réservé aux imprimeurs et qui va être uniquement sur des critères de bonne gestion de déchets dangereux. Justement, ne pas utiliser de produits toxiques étiquetés tête de mort, par exemple. Donc là, l'imprimeur est obligé de trouver des produits de substitution, chose qu'on a fait avec Artipo, on a remplacé des produits par d'autres. Il doit bien stocker ces déchets dangereux et il doit y avoir une traçabilité très fine de la prise en charge et du traitement de ces déchets. D'autres types de démarches, on a la démarche Chantier Vert qui n'est pas un label mais qui est un engagement volontaire de la maîtrise d'un maître d'ouvrage sur ces chantiers, donc qui ensuite va entraîner, je dirais, toute la chaîne aval, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre et les entreprises qui vont travailler sur le chantier, donc avec différents types de critères, dont une bonne gestion des déchets sur chantier, avec une obligation de tri des déchets à 4 niveaux, pour ensuite bien les gérer, et notamment les dangereux, les métaux, les inertes et les non dangereux, avec une demande de traçabilité de ces déchets-là. Autre type de démarche, en partenariat avec l'ADEME, on accompagne les entreprises de moins de 20 salariés sur des prédiagnostics de flux, déchets, matières, énergie et eau. Donc on va analyser ces différents flux-là et donner des pistes d'optimisation aux entreprises. C'est une opération qui se déroule au niveau national, qui se déroule aussi en Polynésie. Et enfin, dernier label pour lequel la CCI est auditeur, c'est le label Clé Verte, qui est là un label réservé aux hébergements touristiques, qui est également un label avec différents critères sur différentes thématiques, mais avec un gros volet déchets, présent dans les différents référentiels. Donc ça, voilà tous les types de démarches qui permettent aux entreprises de s'engager concrètement et de faire valoir en fait leur engagement par une reconnaissance officielle locale ou nationale. Ça leur permet aussi, justement, quand on a un label, de communiquer, de pouvoir communiquer sur son engagement. Donc c'est des choses aussi que les entreprises recherchent quand même de plus en plus aujourd'hui. Je vous remercie et je laisse la parole à Orama de la Polynésie. Bonjour à tous. Alors, pour illustrer la gestion des déchets des entreprises en milieu insulaire dans notre territoire de Polynésie française, je vais vous présenter un système pilote de gestion des déchets des entreprises, des déchets dangereux, sur l'île de Reatea-Ta'a. Alors, pour rappeler un peu le contexte, en Polynésie française, on compte près de 30 000 entreprises dans différents secteurs d'activité, dont les principaux sont les services et les métiers. Puis vient ensuite le secteur du commerce et enfin environ 1000 entreprises en industrie. Ces entreprises peuvent générer des déchets dangereux suivant leur activité et tout au long de leur vie d'entreprise, dont les principaux volumes sont les huiles usagées et les boues d'hydrocarbures, où on a compté en 2017 2000 tonnes de ces déchets qui ont été exportés. Vient ensuite les batteries acides au plomb avec 750 tonnes, et les déchets spéciaux et toxiques, avec 100 tonnes. Donc, les déchets des entreprises sont la compétence des professionnels eux-mêmes, contrairement aux déchets ménagers verts qui sont gérés par les communes, avec le Code général des collectivités territoriales, donc ça vous a été présenté ce matin. Les déchets ménagers spéciaux ou DMS sont gérés par la Polynésie française, donc via la direction dans l'environnement.
Et donc, les déchets des entreprises doivent être gérés par les professionnels eux-mêmes, donc les producteurs de déchets. À savoir que les déchets dangereux et les déchets recyclables doivent être, dans un premier temps, rapatriés des huiles vers Tahiti, puis ensuite exportés vers les filières d'export à l'étranger. Donc là, c'est pour vous montrer une carte de la Polynésie française, donc avec ses 118 îles regroupées en 5 archipels. Et donc on voit que l'espace de ce territoire est aussi vaste que l'Europe. Donc ça montre bien les difficultés de la gestion des déchets qui impliquent des coûts de collecte et de transport, non seulement des îles vers Tahiti, mais ensuite de Tahiti vers l'étranger. Et donc l'île de Reatea et l'île de Ta'a sont situées pas loin de Tahiti et sont indiquées sur cette carte. Et c'est là où a lieu le projet pilote que je vais vous présenter maintenant. Donc Reatea et Ta'a sont éloignées de 230 km de Tahiti. Elles ont donc une problématique de double insularité, voire triple insularité. Donc comme je disais, les déchets doivent être collectés au sein de ces îles, ensuite rapatriés à Tahiti pour être exportés vers des filières de traitement. En termes d'habitants, Reatea compte 12 000, alors que Ta'a 5 000. Donc c'est des îles qui sont habitées, qui sont peuplées, pas loin de Tahiti. Et en nombre d'entreprises, on compte 1728 entreprises. Donc comme je disais à l'instant, les déchets dangereux doivent être renvoyés vers Tahiti avant l'export. Cela implique des moyens de logistique, mais également des coûts de collecte et de traitement. Les entreprises ont également des difficultés pour le stockage de ces déchets. En effet, les déchets comme les huiles et les batteries demandent de l'espace. Et donc, en termes fonciers, ces entreprises-là essayent de stocker leurs déchets comme elles peuvent, mais il y a également ces difficultés de stockage. Alors pour les gisements, les principaux déchets qui sont générés par les entreprises sont les huiles usagées avec 53 tonnes par an en 2015, les batteries avec 30 tonnes par an, et on note également les déchets diffus, les déchets dangereux diffus avec 2,4 tonnes par an. Alors la gestion des déchets présente des enjeux forts. Tout d'abord, l'impact environnemental des déchets dangereux, donc la pollution des milieux, l'impact du territoire, des îles. Il y a également le tourisme nautique, donc c'est un enjeu plutôt économique. Le tourisme nautique qui est de plus en plus, qui est de plus en plus élevé sur ce territoire-là, le tourisme durable qui est de plus en plus présent. Et à noter également que le marais de Taputapuatea, qui est situé sur l'île de Reatea, a été récemment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, dans ce contexte, un projet a été mis en place en 2017 grâce au programme Intègre. Alors, en quoi consiste ce projet ? Il s'agissait de mettre en place un système de gestion des déchets dangereux des entreprises sur ces deux îles, Reatea et Ta'a, un système de gestion qui serait pérenne, avec un focus sur les huiles et les batteries qui représentent les deux plus gros volumes de déchets. Alors, ce projet pilote, à terme, avait pour objectif également d'être dupliqué dans d'autres îles suivant leur contexte. La CCSM a pu bénéficier de partenaires essentiels pour le montage de ce projet, donc la communauté de communes de Hawaï, l'ADEME et la direction de l'environnement. Et ce projet revenait à un budget de 18 millions de francs, donc un budget très conséquent, d'où l'importance du programme Intègre qui a pu financer la quasi-totalité de ce projet avec l'ADEME. La cible de ce projet sont les entreprises qui génèrent les déchets dangereux et notamment les huiles et les batteries, c'est-à-dire les garagistes, les compagnies de charter maritime, les chantiers navals, les aires de carénage et les stations-service. Alors, lors du montage de ce projet, il y a eu des premières difficultés. Tout d'abord, l'absence de prestataires de collecte sur Reatea et Ta'a. La CCSM a donc pu bénéficier du soutien de la communauté de communes de Hawaï, dont fait partie les deux îles, Reatea et Ta'a, et dont je vais me parler du rôle plus particulièrement plus tard. Donc cette absence de prestataires de collecte a été, on a dû bâtir un système de gestion avec cette communauté de communes en appui.
Une autre difficulté était le coût, bien sûr, lié à la gestion conforme des déchets, puisque la gestion des déchets nécessite des coûts. Et les entreprises devaient refacturer ces coûts à leurs clients avec une augmentation de 5 voire 10% sur la facture. Et donc ces entreprises avaient la crainte de voir fuir leurs clients chez les voisins qui n'avaient pas forcément une gestion conforme et n'avaient pas donc ces coûts à intégrer. Il y a également des pratiques de gestion non conformes qui sont encore d'actualité sur ces territoires, comme par exemple la récupération du plomb dans les batteries pour la pêche. Donc il y avait un volet sensibilisation auprès de la population qui avait à mener et qui est encore d'actualité. Et enfin, l'absence ou le peu de contrôle qui entraînait une concurrence déloyale ressentie auprès des entreprises. Comme je le disais tout à l'heure, les entreprises engagées devaient intégrer des coûts supplémentaires et donc avaient peur de voir fuir leurs clients vers les concurrents. Alors, le système de gestion, le projet qui a été mis en place était le suivant. Donc, les entreprises qui s'engageaient dans la mise en place d'une gestion conforme des déchets se voyaient être équipées en contenants, donc contenants de collecte et de traitement, des fûts ou des caisses palettes pour les batteries. Lorsque ces fûts étaient remplis de déchets, l'entreprise devait appeler le service de collecte de la communauté de communes de Hawaï, donc le service de collecte qui palliait en fait l'absence de prestataires au sein de ces îles. Et donc, ce service de collecte de la communauté de communes collectait sur demande, suivant un calendrier prédéfini, les déchets dangereux de ces entreprises. Le fût enlevé était remplacé par un fût vide, et donc les déchets qui étaient contenus dans le fût rempli étaient déposés au quai pour être rapatriés sur Tréti, et ensuite récupérés par le prestataire, un prestataire agréé qui est présent, Technival. Et donc ce prestataire se chargeait ensuite de l'export vers les filières de traitement à l'étranger. Et ensuite ce prestataire apportait les fûts vides, puisque les déchets dangereux étaient envoyés à l'étranger. Donc ce système de gestion impliquait une facturation donc, du prestataire vers la communauté de communes pour les frais de transport et de traitement. La communauté de communes devait ainsi refacturer les entreprises au coûtant pour la collecte dont elle avait la charge et le transport et le traitement. Donc les coûts étaient au fût ou à la tonne, aux déchets. Et donc les entreprises devaient refacturer les coûts qu'elles ont intégrés à leurs clients. Alors maintenant, c'était la question comment faire adhérer les entreprises, comment les inciter à s'engager dans ce système de gestion. Tout d'abord, le financement. En effet, grâce au programme Intègre, ce programme a pu financer 100% des contenants, des matériels de collecte et de traitement. Donc les entreprises qui s'engageaient dans la démarche pouvaient être équipées gratuitement de fûts ou de caisses palettes avec des systèmes de rétention. Donc c'était vraiment avantageux pour elles. Le deuxième point, la CCSM a souhaité valoriser les actions des entreprises engagées et donc a créé un label, le label Ravema. Ravema en tahitien qui veut dire faire ma propre. Donc voilà, gérer correctement ces déchets dangereux. Et donc l'objectif, c'était vraiment de valoriser les actions des entreprises. C'était aussi un outil qui permettait d'engager le chef d'entreprise à gérer ces déchets dangereux, qui permettait de formaliser son rôle et les objectifs du label. Et donc, lorsque l'entreprise était engagée, la CCSM octroyait le label Ravema, lui permettait d'être équipée en matériel de stockage et de collecte. Et la CCSM également lui faisait bénéficier d'outils de communication pour sensibiliser aussi bien ses salariés que ses clients. Donc la CCSM et également ses partenaires s'engageaient à communiquer sur le label pour valoriser les entreprises qui étaient labellisées. Un troisième point important a été le volet sensibilisation, communication sur les actions des entreprises et notamment des conseils et un accompagnement en porte-à-porte. Donc un prestataire a été voir chaque entreprise, lui a bien expliqué le dispositif, et lui a informé, sensibilisé sur ses actions, et notamment la gestion en interne des déchets, le stockage, le tri, etc. Et donc, il y avait un suivi des entreprises. Voilà, c'est un visuel
d'une affiche qu'on a conçue pour sensibiliser les clients sur la gestion des déchets au sein des entreprises labellisées, engagées, sur leurs obligations et leurs devoirs. Alors, les entreprises, on s'est posé la question, est-ce qu'elles vont adhérer finalement à ce dispositif? Finalement, il y en avait 3 qui n'étaient pas intéressées du fait des prix trop élevés. Mais on a quand même 84% qui sont intéressés et qui se sont d'ailleurs engagés dans cette mise en place de gestion des déchets dangereux et qui ont été labellisés. Les 13% restants étaient finalement non concernés puisque ces entreprises ne généraient pas de déchets dangereux. Donc ça a été un projet qui a été une vraie réussite grâce à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la sensibilisation en porte-à-porte avec chaque chef d'entreprise et salarié. Le fait de valoriser les efforts de chaque entreprise par le label, par un label RAVEMA qui permet de formaliser les rôles et les objectifs du label et engager véritablement les chefs d'entreprise. La CCSM a également pu s'appuyer sur des partenaires légitimes, comme la communauté de communes de Hawaï qui a joué le rôle de collecte, les communes et des prestataires fiables dont on avait la garantie de la bonne gestion ensuite des déchets dangereux qui étaient exportés à l'étranger. Et a également fut adapté, le contexte était important à prendre en compte dans le cas de ce projet. En effet, la gestion des déchets dangereux des entreprises n'est pas la compétence directe de la communauté de communes de Hawaï, mais il n'y avait pas de meilleure solution, donc on a bâti un système qui fonctionne finalement à défaut de mieux. Et pour la communauté de communes et les communes, il a fallu montrer l'intérêt pour le territoire de s'engager dans ce type de projet, notamment la préservation du territoire, des ressources et le développement économique avec une augmentation du tourisme durable. Donc il y avait une demande également de ce côté-là. Donc finalement, en 2019, le système de collecte et de traitement est mis en place. Ce sont 22 entreprises labellisées et engagées, donc les fameux 84%. Ces entreprises sont suivies et on communique également sur leurs actions. On essaie également de sensibiliser davantage les entreprises et les salariés sur la gestion des déchets. Justement, à ce titre, l'année dernière, la CCSM et ses partenaires ont ouvert un site déchets-professionnels.pf dont l'objectif principal était d'orienter les entreprises sur des solutions adaptées à leurs déchets et également de les informer de la réglementation polynésienne, donc leurs devoirs. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de le consulter, je vous invite à le faire, déchets-professionnels au pluriel.pf. Alors en perspective, étant donné que ce projet a plutôt bien fonctionné, ça serait d'étendre le dispositif au territoire tout d'abord de la communauté de communes de Hawaï, avec Huahine Maupiti notamment. Éventuellement étendre le dispositif dans les autres îles, mais en s'adaptant au contexte, notamment au niveau des coûts, puisque les coûts seraient peut-être plus élevés étant donné que les îles sont très éloignées. Et monter un autre système de collecte puisque toutes les îles ne bénéficient pas de communautés de communes. Voilà, la CCSM tenait à remercier ses partenaires, donc le programme Intègre, la CPS, la Direction de l'Environnement, la communauté de communes de Hawaï et l'ADEME également pour la bonne organisation de ce colloque. Merci. Je vais laisser la parole à mon homologue de Wallis et Futuna. Bonjour à tous, Johan Malaou de la CCMA de Wallis et Futuna. Donc, je vais vous parler de la gestion des déchets des entreprises à Wallis et Futuna. Donc, tout d'abord, des conventions ont été mises en place entre le service de l'environnement et les entreprises produisant des déchets dangereux. Donc ces conventions, la gestion des déchets n'a rien d'obligatoire pour l'instant à Wallis. Donc c'est vraiment les entreprises qui s'engagent volontairement pour mettre en place ces conventions et qui s'engagent à amener tous les déchets dangereux au CET pour que ce soit traité par le service de l'environnement. Donc pour l'instant, on a une quinzaine d'entreprises, donc à l'échelle de Wallis, ce qui est pas mal.
Ensuite, pour les traitements des déchets dangereux, c'est tout ce qu'il y a à Wallis et Futuna. Ensuite, en ce moment, la CCIMA crée le CFE, le Centre de formalité des entreprises, pour centraliser les créations d'entreprises à la CCIMA, ce qui pour l'instant n'est pas encore fait. Donc, dans le cadre de la création de ce CFE, on mettra en place des modalités de gestion des déchets pour que dès la création d'entreprise, ces entreprises soient dirigées vers le service de l'environnement, le CET, etc. Ensuite, la CCIMA porte le projet GIJ, donc Groupement Initiative Jeunesse. C'est un projet qui met à disposition des terrains pour le maraîchage dans tous les villages de Wallis et de Futuna, pour les jeunes sans emploi et sans formation. Donc la mise à disposition de ces terrains pour l'agriculture permet de former ces jeunes et il y a également, en partenariat avec le service de l'environnement, qui nous met à disposition le broyeur du service de l'environnement pour broyer les végétaux. Et grâce à ça, les jeunes de ce programme se forment à l'agriculture, au maraîchage, mais également au compostage dès le début pour apprendre à faire eux-mêmes leur compost. Et plus tard, après leur formation sur ces terrains mis à disposition gratuitement, s'ils veulent se lancer en tant que professionnels, ils sauront déjà faire leur compost eux-mêmes. Et ensuite, pour finir, actuellement, il y a un projet de filière de collecte et de valorisation des effluents d'élevage porcin pour valoriser ces déchets, une valorisation énergétique, c'est-à-dire la mise en place d'une microstation de méthanisation. Donc il faut savoir qu'il y a un important gisement à Wallis et Futuna parce que chaque famille traditionnellement possède un élevage porcin. Donc il y a du potentiel dans ce projet. Voilà pour Wallis et Futuna. Merci. Merci beaucoup. Alors Mathieu, Orama et Johan se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Je vais aborder la question des coûts, puisqu'on a des coûts, notamment sur l'opération qui est menée en Polynésie. Je voulais apporter une précision en ce qui concerne les coûts d'éco-participation en Nouvelle-Calédonie. Alors, toute proportion gardée, et les choses ne sont pas forcément comparables. Sur les huiles, l'éco-participation est de 26 francs. Je crois qu'on a un prix de 70 francs au litre. Est-ce que ce prix intègre simplement la collecte et le transport, mais également le traitement? Oui, ce prix intègre les coûts de collecte, de transport et de traitement. Mais vous comptez également le prix de l'organisation, c'est-à-dire les frais généraux en quelque sorte que vous auriez. Vous êtes pris en charge par la fonction publique. Les coûts d'animation par rapport à ce programme n'ont pas été intégrés puisque c'est la CCSM qui est en charge. Là, c'est uniquement les coûts vraiment du prestataire et de la communauté de communes qui jouent le rôle de collecteur. D'accord. Donc il faudrait en réalité les rajouter. C'est pour ça que Mathieu parlait des coûts cachés. En voilà. Tout à fait. Et puis pour les batteries, le prix d'équilibre est de 20 francs. Vous êtes à, ça a été trop vite, je n'ai pas vu, il me semble que c'est... ouais, quelque chose comme ça, entre 30 et 40. Quel est votre prix d'équilibre? Je ne m'en souviens plus. Entre 30 et 40. Entre 30 et 40. Donc on est à 20 francs ici, mais pour un gisement qui est beaucoup plus conséquent. Oui, une autre question par ici. Voilà. Juste un petit complément de réponse de Cyril Bachellery de Technival. Donc, bonjour. Nous, on est prestataire, on est le prestataire qui récupère les huiles, les batteries, le prestataire en fin de ligne. Et pour revenir sur le coût des batteries, en fait, entre 30 et 40, ça comprend le transport des îles, là c'est des îles sous le vent, vers Tahiti. Et c'est pas négligeable, quoi. On est à quoi, 230 km?
et c'est des coûts très élevés en fait. Donc voilà, là, quand on parlait des 20 francs pour vous, nous, le 30 et le 40 francs comprennent le transport. D'où la différence. Merci Cyril pour cette précision. Oui, bonjour. J'ai une question. Par exemple, en Polynésie, les entreprises qui n'adhèrent pas au programme de gestion des déchets dangereux, déjà, qu'est-ce qu'elles font de ces déchets? Et ensuite, est-ce qu'elles n'ont pas une amende Alors comme je disais, il n'y a pas beaucoup de contrôle, donc elles ne sont pas pénalisées. Justement, on essaye de valoriser les entreprises qui sont, elles, engagées pour inciter celles qui ne sont pas encore dans la démarche de mettre en place ce système de gestion. Après, ce qu'elles font de leurs déchets, la plupart du temps, elles les stockent là où elles peuvent ou elles essayent d'éliminer. Voilà, on n'en sait pas plus. Mais voilà, l'objectif, c'était vraiment de sensibiliser ces entreprises-là et grâce aux entreprises qui sont aujourd'hui labellisées, d'essayer de tirer ces entreprises-là et à s'engager. Merci. Vous avez d'autres questions? Oui, au fond. Oui, toujours une question sur les labels. Est-ce qu'il y a une communication envers les usagers? Parce qu'un label, ça sert si les usagers sont au courant. Si le label il est juste entre l'entreprise et l'organisme qui donne le label, ça sert un peu à rien. Donc, d'ailleurs, pour la Calédonie, Mathieu, je ne connaissais pas le clé verte, tu vois. En tant qu'usager, c'est pas mal de le connaître. Comme ça, l'usager va plus vers ces structures-là. Et j'ai une deuxième question complémentaire. Une fois que le label il est donné, est-ce qu'il y a des contrôles? Que l'entreprise, c'est pas juste elle a pris le label pour avoir des clients et après elle fait pas le nécessaire derrière. Merci. Alors pour la première question, effectivement, nous on communique, on essaye de valoriser, donc comme je disais, ces entreprises auprès des consommateurs, mais c'est sûrement, on avoue qu'on pêche peut-être en communication, on essaye de faire ce qu'on peut, mais on peut toujours mieux faire, c'est sûr, pour que les consommateurs soient eux au courant. Après, on invite également les entreprises de labelliser à elles aussi communiquer sur le label pour que le maximum de personnes puissent être informées de ce système de gestion qui a été mis en place. La deuxième question, c'était le contrôle. Alors oui, effectivement, il y a un contrôle qui est réalisé chaque année et on demande aussi à ce qu'ils nous envoient une charte d'engagement avec le suivi de leurs déchets de manière annuelle pour voilà, qu'on puisse suivre les entreprises régulièrement. Puisqu'effectivement, s'il n'y a pas de contrôle, après, le label n'a pas moins de sens, on va dire. Oui, alors au niveau calédonien, effectivement, les labels, on essaye de faire de la communication auprès des consommateurs, hein, donc nos partenaires communiquent également. Sur le label clé verte, par exemple, il n'y a plus d'hôtels labellisés en Calédonie. Il y en a eu 3 il y a quelques années, donc c'est peut-être pour ça que tu n'en entends plus parler, en fait. Sur les autres labels, notamment le label commerce éco-responsable, il y a un contrôle, il y a un audit de terrain qui est réalisé tous les 3 ans. Et chaque année, on demande de remettre à jour le dossier c'est un audit documentaire, en fait. Sur les autres labels, il y a également des audits de terrain ou des audits documentaires à distance. Quand on est sur des labels nationaux, généralement, ça va être des audits documentaires à distance. Et le label Imprime Vert, on réalise un audit de terrain tous les 3 ans. Et les imprimeurs doivent envoyer chaque année des pièces justificatives de traçabilité des déchets, de bonne gestion, etc. Donc oui, effectivement, c'est quand même des démarches ou des labels où il y a un contrôle et c'est pas juste un engagement sans suivi et voilà. Merci. D'autres questions? Oui, devant. Attends, on va t'amener un micro. Pour les gens qui sont au fond, je pense que c'est mieux parce qu'on entend moins bien. Est-ce qu'il y a un micro Alors, sur les labels que j'ai présentés, le label Envol, qui est un système de management environnemental, c'est ouvert aux collectivités, comme l'ISO. Hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, une commune peut être... Alors non, label Imprime Vert, oui. Alors oui, un imprimeur dans une collectivité, parce qu'il y a des imprimeurs au sein notamment le gouvernement, etc. C'est tout à fait ouvert. Donc aujourd'hui, l'imprimerie du gouvernement pourrait être labellisée Imprime Vert si elle le souhaite. Ouais. Une autre question au fond? C'est pas une question, je m'adressais au monsieur Technival. C'était une indication que je donnais. J'ai bien dit qu'il fallait comparer des choses comparables. Bien évidemment, un opérateur,
quand il doit travailler sur 50 tonnes ou sur 100 tonnes, c'est pas pareil quand il travaille sur 1000 tonnes. Donc forcément, les coûts sont tirés vers le bas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'avantage de l'éco-organisme, c'est qu'il a une connaissance parfaite et complète de toute la chaîne, du départ jusqu'au traiteur final à l'export. Donc il peut négocier en bonne position avec les opérateurs. Merci pour cette précision, Bernard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Attendez, on va vous amener un micro. Parce que les hôtels qui étaient labellisés, il y a eu des changements de direction et quand c'est plus porté par la direction, justement, l'audit de contrôle a dit terminé, vous respectez plus le référentiel. C'est le problème quand c'est plus porté par la direction et bien souvent ici dans certaines structures hôtelières, la direction reste 2-3 ans. Donc on a un directeur à un moment qui est motivé, qui porte à bout de bras la démarche et puis quand cette personne part, la démarche s'arrête. Voilà. Merci. Une autre question. Alors, on va vous apporter un micro. Il y a des séquences qui sont enregistrées. Donc, si on vous propose un micro, c'est justement pour que tout le monde entende bien et que les enregistrements soient de qualité. Merci. La Polynésie française vient de nous dire que vous valorisez les entreprises qui collectent, qui suivent la réglementation. Alors, il y a un problème commun aux 3 territoires, c'est qu'il y a des gens qui échappent à cette réglementation. Est-ce que lors de ce colloque, on peut demander le renforcement ? Parce qu'en tant qu'association pour la protection de l'environnement, et quand on voit les contraintes des conventions internationales, donc tous ces déchets-là, ils finissent dans la nature. Je suis tout à fait d'accord, mais nous, justement, on n'a pas le rôle de police et de contrôle. Donc, c'est vrai que oui, il faudrait déjà que l'ensemble des entreprises respectent au moins la réglementation à la base. Parce que normalement, comme je le disais, elles sont responsables de leurs déchets jusqu'à l'élimination finale. Donc il faudrait effectivement, normalement, que ces entreprises respectent déjà la base réglementaire, qui est normalement de ne pas jeter dans la nature, de ne pas rejeter. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Excusez-moi, la responsabilité n'est pas uniquement des chambres de commerce, on comprend. Donc pour nous, c'est l'occasion de soulever ce problème commun pour qu'ensemble, on porte cette préoccupation. Orama, vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, c'est vrai que la Chambre de commerce a pour rôle vraiment d'accompagner et c'est par ce biais de valoriser les entreprises qui sont, elles, engagées pour inciter celles qui n'ont pas encore fait la démarche de le faire. Voilà, on n'a pas, comme disait Mathieu, on n'a pas le rôle de contrôle, mais on est vraiment dans le rôle d'accompagnement. Et justement, ce label-là, finalement, c'est de valoriser les entreprises qui respectent la réglementation. Donc, c'était pour aussi faire un état des lieux de ce qui est vraiment... qu'on peut observer au sein des territoires, c'est que tout le monde ne respecte pas. Et donc, on essaie de trouver des solutions pour amener des nouvelles adaptations pour une meilleure gestion des déchets. Merci. En tout cas, c'est un sujet effectivement qui est important de soulever. Merci. Une autre question? Une dernière? Oui, madame? Ça n'a rien à voir avec la gestion des déchets des entreprises, hein, mais ça encore que. Mais ça a trait au milieu insulaire. On a quand même des déchets de bateaux un peu partout, peut-être en Calédonie et ailleurs, et on ne parle jamais de ce type de déchets. Donc, est-ce que ça ne vaut pas le coup? Les déchets de bateaux, vous voulez préciser, s'il vous plaît? Des épaves. Ah, des épaves. Et c'est un domaine qui n'a jamais été abordé en tant que déchet. Et comme on est tous entourés par la mer, je me demande si ça ne vaudrait pas le coup qu'un jour un organisme quelconque se pose la question et fasse des études. C'est vrai que bien souvent, ces épaves deviennent des petits récifs artificiels où la vie s'installe. Et aujourd'hui, il y a même des endroits dans le monde où on coule volontairement des bateaux pour former ces récifs artificiels. C'est assez paradoxal. Alors, oui, sur Mathieu. ce sujet, je sais que le cluster maritime calédonien travaille justement sur la valorisation des bateaux en fin de vie. Hein. C'est une filière qui existe aujourd'hui en métropole, c'est une filière REP qui existe. Et il y a un travail qui est réalisé localement pour réfléchir sur ce sujet. Parce que c'est une problématique, il y a eu une étude d'état des lieux qui a été réalisée et qui montre justement que dans les années à venir, on va avoir de plus en plus de bateaux en fin de vie stockés
stockés sur Terre, hein, bien souvent, pas tout le temps coulés, hein, justement, stockés sur Terre, et qu'il va falloir trouver des voies de valorisation. Donc il y a un travail qui est réalisé par le cluster de la mer sur le sujet en tout cas. Récemment, il y a un Boeing 747 qui a été coulé volontairement pour servir de site de plongée touristique. Oui, c'est une aberration. Voilà. Donc, un vrai plongeur, il ne va pas dans la mer pour voir les déchets de l'humanité. Et non. Donc il y a encore un gros travail de sensibilisation à faire dans certains pays. Et quand on n'a pas des cas traders qui échouent sur nos récifs. Oui, ça c'est encore un autre sujet. Écoutez, merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de passer à la séquence suivante.